Parmi les centaines de tiares, de broches et de colliers qui composaient le trésor personnel d'Élisabeth II, une parure en particulier se distingue, dont l'histoire dépasse largement le simple cadre de l'art joaillier. Il s'agit de la tiare de Rubis Birmans, un diadème étincelant, serti de diamants et de rubis d'un rouge écarlate, qui est devenu, au cours des dernières décennies, quasiment indissociable de l'image de la reine. Pour le plus grand nombre, elle n'était qu'un symbole de pouvoir monarchique et d'opulence. Mais pour ceux qui savent déchiffrer le langage des pierres, ce n'est pas seulement un ornement, c'est une chronique pétrifiée dans le métal. La légende qui nimbe ce diadème est à la fois simple et sidérante. Exactement 96 rubis ont été utilisés dans sa confection. La reine Élisabeth II a vécu très précisément 96 ans. Une coïncidence d'une précision mathématique stupéfiante qui laisse le souffle coupé. Pur hasard. Ou bien ce présent, offert à la jeune princesse par le peuple d'une contrée lointaine, recelait-il davantage que de simples vœux de bonheur? C'est précisément cette interrogation qui mue l'histoire de cette tiare, d'un simple catalogue de faits en une véritable enquête historique. Mais que se cache-t-il si l'on gratte le vernis éclatant de ces 96 rubis, une histoire bien plus profonde et dramatique qu'un simple prodige arithmétique? Et si, loin d'une coïncidence, nous étions face à une prophétie dissimulée dans les arabesques de roses héraldiques, ou à une croyance ancestrale qui se serait matérialisée sous les yeux du monde entier? Aujourd'hui, nous allons démêler les faits avérés des mythes les plus enchanteurs. Nous remonterons le fil de chaque pierre, nous décortiquerons les secrets d'une autre tiare non moins majestueuse, sacrifiée sur l'autel de la création de ce chef-d'œuvre, et nous percerons le sens véritable de ces symboles. Notre objectif n'est pas simplement de nous émerveiller devant cette parure, mais de comprendre comment un don de mariage issu de la Birmanie coloniale s'est mué en l'un des artefacts les plus mystiques et intimes de l'histoire de la couronne britannique. Pour appréhender l'histoire de la tiare birmane, il nous faut remonter le temps jusqu'à l'année 1947. Le monde pansait à peine les plaies de la Seconde Guerre mondiale, et la Grande-Bretagne, bien que victorieuse, était exsangue. Une ère d'austérité, de rationnement alimentaire et de rigueur stricte dictait alors la vie de millions de personnes. Sur ce tableau de fond gris et fatigué, l'annonce du mariage de la princesse héritière Élisabeth et du lieutenant Philip Mountbatten fut une bouffée d'oxygène, la promesse d'une ère nouvelle et lumineuse. Ce n'était pas un simple mariage royal, c'était un symbole national d'espoir. C'est dans cette atmosphère d'effervescence générale que parvint le présent de mariage offert par le peuple de Birmanie, alors encore partie intégrante de l'Empire britannique. Il ne s'agissait pas d'un bijou fini, mais d'une profusion de 96 rubis immaculés, chacun ardent d'une couleur profonde et intense, connu sous le nom de « sang de pigeon ». Ce présent n'avait rien d'anodin. Dans la culture birmane, le rubis n'est pas qu'une simple pierre précieuse. C'est un talisman des plus puissants, une pierre de vie, de sang et de longévité. Les donateurs étaient convaincus que chaque rubis pouvait prémunir son porteur contre l'une des 96 maladies qui, selon leur mythologie, peuvent affliger le corps humain. Ainsi, il ne s'agissait pas d'un simple geste de loyauté, mais d'un bouclier magique destiné à préserver la santé de la future souveraine. Pourtant, ces gemmes, gorgées de symbolisme, restèrent enfouies dans le trésor royal pendant plus d'un quart de siècle. Dans les années d'après-guerre, les parures ostentatoires et chatoyantes étaient passées de mode. Ce n'est qu'en 1973, à une toute autre époque, qu'Élisabeth II, monarque désormais aguerrie, décida de leur insuffler une nouvelle vie. À cette période, sa collection regorgeait de diamants, de saphirs et d'émeraudes, mais elle ressentait un net manque de parures de rubis suffisamment imposantes pour être associée aux insignes des ordres lors des réceptions officielles. Le dessin était audacieux, et même, à certains égards, sacrificiel.
La souveraine décida de faire créer une tiare nouvelle, résolument moderne, qui s'accorderait à la fois à ses goûts personnels et aux impératifs du protocole diplomatique. Pour ce faire, elle prit la décision de désassembler un autre de ses cadeaux de mariage, la somptueuse tiare Nizam de Hyderabad, de Cartier, afin d'en réutiliser les diamants. La confection de ce nouveau chef-d'œuvre fut confiée aux plus anciens joailliers de la couronne, la maison Garrard et compagnie. La mission qui leur fut confiée dépassait la simple réalisation d'une belle pièce. Il s'agissait de tresser ensemble deux présents de mariage, deux mondes distincts et deux époques différentes pour créer une parure digne de Sa Majesté. Transportons-nous un instant dans les ateliers de Garrard en 1973. Une tâche ardue attend les joailliers. Entre leurs mains, l'héritage de deux continents. D'un côté, les rubis flamboyants de Birmanie, chacun avec son histoire et son caractère propre. De l'autre, une cascade de diamants d'une pureté éclatante, fruit d'un sacrifice joaillier. Car pour créer ce nouveau diadème, la reine a immolé l'une des parures les plus chères à sa jeunesse, la tiare du Nizam de Hyderabad. Ce chef-d'œuvre de Cartier, aérien et romantique, fut démantelé. Une décision qui en dit long sur le pragmatisme extraordinaire de la souveraine. Le passé, aussi splendide fut-il, devait servir le présent. Les fondations de ce nouveau diadème furent la platine et les diamants récupérés de l'ancienne parure. Les artisans de Garrard ne se sont pas contentés de repositionner les pierres. Ils ont conçu une structure entièrement inédite, une guirlande de roses héraldiques stylisées. Il ne s'agit pas d'un motif anodin, mais de l'ADN symbolique de la monarchie anglaise. Chaque fleur de ce diadème est une rose des Tudors, emblème né du sang et de la réconciliation après la guerre des deux roses, celle d'Angleterre. Elle a fusionné la rose rouge des Lancastre et la rose blanche des York, devenant le symbole d'une Angleterre unie et puissante. En optant pour ce motif, Élisabeth II adressait un message politique sans équivoque, exprimé dans le langage des gemmes. À présent, examinons les détails. Chacune des trois fleurs centrales de la guirlande est une œuvre d'art à part entière. Au cœur de chaque rose, telle une flamme palpitante, rayonne un grand rubis birman. Autour de lui, à l'instar de pétales, s'épanouissent des rayons de diamants à la taille irréprochable. Les joailliers ont déployé tout leur savoir-faire pour sélectionner 150 diamants d'une concordance parfaite en couleur et en pureté, les faisant servir d'écrin au trésor principal, les rubis. Les autres gemmes forment des inflorescences et des guirlandes plus discrètes, s'entrelaquant en un motif unique et harmonieux. Cette parure est un dialogue d'opposés. Les étincelles froides et glaciales des diamants subliment l'éclat ardent et profond des rubis. La symétrie rigoureuse du symbole héraldique s'allie à une délicatesse florale. La platine, tel un squelette presque invisible, maintient solidement cette flore précieuse, conférant à la structure à la fois une impression de masse et une légèreté visuelle. Essayez d'imaginer son toucher. Le métal, frais et lourd, se réchauffant au contact de la peau. Ressentez son poids, non pas écrasant, mais assuré, le poids de l'histoire et du pouvoir. Observez comment, au moindre mouvement de tête, des centaines de feux jaillissent de ses facettes, la lumière chaude et veloutée des rubis, et le jeu acéré, presque coupant, des diamants. Ce n'est pas qu'un diadème. C'est un manifeste héraldique, tissé de lumière et de flammes, une histoire vivante de l'Angleterre que l'on peut coiffer. Imaginez une soirée de gala au palais de Buckingham au milieu des années 70. L'air est électrisé par l'éclat des insignes, le froufrou des robes de soie et le murmure feutré des conversations diplomatiques. C'est le théâtre du pouvoir, où chaque geste et chaque détail de la tenue revêtent une signification. Dans cette salle, sous l'éclairage froid des lustres de cristal, la nouvelle création de la maison Garrard devait subir son baptême du feu. Et non seulement elle a passé l'épreuve avec brio,
mais elle a créé la sensation. Lorsque la reine Élisabeth II fit son entrée dans la salle, tous les regards, bien sûr, se tournèrent vers elle. Elle portait une robe à la coupe sobre et une large écharpe d'ordre d'une couleur intense traversait son épaule. Mais au-dessus de tout cela, sur sa coiffure familière, brillait quelque chose de nouveau et d'audacieux. C'était la tiare birmane. Présentée pour la première fois au monde, elle ne se noya pas dans le faste palatial. Au contraire, elle capta l'attention de tous. C'était éblouissant. Le feu des rubis semblait rivaliser avec le rouge écarlate de l'écharpe d'ordre, tandis que les roses de diamant scintillaient d'une splendeur glaciale, presque provocante. Ce soir-là, la parure cessa d'être un simple objet. Elle devint l'accord final de l'image d'un monarque qui règne non par droit de naissance, mais par la force de son caractère. À la différence des diadèmes plus délicats et romantiques de sa jeunesse, cette tiare était une déclaration. Elle ne murmurait pas un conte de fées. Elle parlait le langage de la puissance. Son design net, presque graphique, fondé sur un symbole héraldique, était un message sans équivoque pour les ambassadeurs étrangers et les chefs d'État présents. Devant vous se tenait la reine d'Angleterre, gardienne de traditions séculaires et d'un pouvoir inébranlable. L'onde de choc fut immédiate. Un murmure parcourut la cour et les cercles d'initiés. Les diamants de la tiare du Nizam de Hyderabad avaient été identifiés, et l'audace de la reine, sacrifiant un trésor pour en créer un autre, suscita un mélange d'admiration et de stupéfaction. Quant aux diplomates, ils déchiffraient un sens tout autre et bien plus profond. À l'heure des bouleversements mondiaux et de l'affaiblissement de l'influence britannique, la souveraine affirmait l'inaltérabilité et la continuité historique de sa nation par le biais du langage le plus puissant à sa disposition, celui des symboles. Dès le lendemain, les clichés firent le tour des journaux du monde entier et la tiare devint le sujet de toutes les conversations. Certains s'extasiaient devant son design audacieux et son esprit patriotique. D'autres, peut-être à voix basse, s'interrogeaient sur sa valeur et le démantèlement d'une parure historique. Mais personne ne resta indifférent. À partir de cet instant, la tiare de Rubis Birmans cessa d'être un simple bijou personnel de la reine. Elle intégra son arsenal public, devenant sa couronne pour les batailles diplomatiques, et ses débuts sur la scène mondiale démontrèrent une chose. Cette arme avait été choisie avec une perfection implacable. À partir de 1973 et jusqu'à la fin de son règne, la tiare birmane entama sa propre carrière à la cour. Elle n'était pas une parure destinée aux célébrations familiales ou aux occasions sentimentales. Elle avait une mission claire et essentielle. Ce diadème devint l'accessoire diplomatique par excellence d'Élisabeth II, son choix numéro 1 pour les banquets d'État, les visites officielles et les réceptions de délégations étrangères. Tandis que d'autres diadèmes évoquaient l'histoire familiale ou les affinités personnelles, celui-ci s'exprimait dans le langage du pouvoir et du prestige national. La raison de ce choix ne résidait pas seulement dans son symbolisme, mais aussi dans une harmonie visuelle irréprochable. Aucune autre parure de sa collection ne s'accordait aussi parfaitement aux attributs du pouvoir d'État. Les rubis d'un rouge sang dialoguaient à merveille avec les grands cordons écarlates, bleus et verts des ordres, que la souveraine se devait d'arborer lors des cérémonies officielles. Au sein de cette splendeur protocolaire, la tiare ne se perdait pas, mais s'imposait comme le centre sémantique et chromatique de l'ensemble, composant une image cohérente, puissante et pensée dans les moindres détails. Année après année, décennie après décennie, en apparaissant coiffée de ce diadème lors des rencontres les plus capitales, la reine le transforma d'une simple parure en une partie indissociable de son image. Si le kokoshnik, ou le diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande, était lié à la dynastie et à la famille, la tiare birmane, elle, s'associa personnellement à elle, à Élisabeth, en tant que chef d'État.
Elle fut sa carte de visite sur la scène mondiale, reconnaissable, immuable et inébranlable, à l'image de son propre règne. Cette tiare était-elle son talisman? Nul ne le saura jamais avec certitude. La reine Élisabeth elle-même croyait-elle à l'ancienne légende birmane de protection contre 96 maux? Cette question demeure entre les murs de Buckingham Palace. Il est toutefois impossible de nier qu'elle la porta avec une telle régularité, en particulier au cours des dernières décennies, que l'on ne pouvait s'empêcher de penser à un attachement personnel et singulier. Elle était non seulement superbe, mais aussi, à en croire les rumeurs, confortable, un détail pragmatique que la reine, si terre à terre, ne pouvait qu'apprécier. Elle était fiable, à l'image de sa propriétaire. Progressivement, la tiare s'imprégna de l'aura de sa souveraine. Ce n'était plus simplement une création de Garrard à partir de pierres de quartier. C'était un artefact qui avait côtoyé des dizaines de leaders mondiaux, entendu des milliers de toasts diplomatiques, et qui fut le témoin silencieux des événements politiques majeurs de la seconde moitié du XXe et du début du XXIe siècle. Chacun de ces rubis et de ces diamants semble conserver la mémoire de ces instants gravés. Ainsi, ce joyau, né de considérations pratiques et d'une audacieuse vision créative, atteignit son apogée, son âge d'or. Il devint bien plus qu'un simple diadème. Il s'érigea en emblème d'une ère entière, une encre visuelle par laquelle le monde reconnut et grava dans sa mémoire la reine Élisabeth II. Son éclat reflétait sa propre autorité incontestable sur la scène mondiale. Pourtant, chaque grande histoire porte en elle sa part d'ombre, et l'éclat du diadème birman ne fait pas exception à cette règle. Sa naissance fut marquée non seulement par un coup de génie créatif, mais aussi par un acte qui, encore aujourd'hui, arrache des soupirs de regret aux connaisseurs de la joaillerie. Il s'agit du diadème Nizam de Hyderabad, littéralement sacrifié. Ce n'était pas un simple ornement, mais un chef-d'œuvre légendaire de la maison Cartier, aérien, romantique, constellé de fleurs de diamant. La décision de la reine de désassembler ce cadeau de mariage inestimable fut pragmatique, presque impitoyable. Pour les puristes, cela s'apparentait à un sacrilège, anéantir un artefact historique afin d'en créer un nouveau. Cet acte suscita un murmure discret, mais persistant. Pourquoi détruire un trésor pour en créer un autre? N'aurait-il pas été possible de commander de nouveaux diamants? La réponse réside dans le caractère même d'Élisabeth. Elle était une monarque économe, peu encline au gaspillage. Mais pour le monde, ce fut le premier mystère du diadème. Dans son éclat demeura à jamais le fantôme d'une autre tiare, non moins grandiose. C'était l'ombre d'un choix, l'ombre d'un pragmatisme qui frisait le calcul froid. Mais était-ce la seule ombre? Revenons aux rubis eux-mêmes. Ils furent offerts en 1947 par le peuple de Birmanie, qui faisait alors encore partie de l'Empire britannique. Ce fait recèle un contexte historique complexe. Ce don fut-il un acte d'amour absolument volontaire ou un geste de loyauté qu'une colonie se devait de manifester à sa future souveraine? Nous ne remettons pas en question la sincérité des donateurs, mais l'histoire ne souffre pas la simplicité. Derrière l'éclat de ces pierres se cache une époque coloniale complexe et ambiguë, et cet arrière-plan historique fera à jamais partie de la provenance du diadème. Enfin, voici la légende la plus prégnante, celle qui transforma le diadème en objet de spéculation mystique. 96 rubis, offerts pour protéger de 96 maladies, et très exactement 96 ans de vie pour la reine. Ici, en notre qualité d'historien détective, nous nous devons d'être extrêmement prudents. C'est une coïncidence incroyablement belle et symbolique. Mais était-ce plus que cela? Aucun document ne prouve que lors de la création du diadème, en 1973, les joailliers Garrard ou la reine elle-même aient délibérément visé le nombre 96. Très probablement, le nombre de pierres fut dicté exclusivement par le design et la quantité initiale de rubis offerts.
Nous avons donc affaire à un mythe né post-factum. Ce ne fut pas une prophétie intégrée au design. Ce fut une prophétie que les gens perçurent seulement après qu'elle se fut accomplie. Et c'est là que réside sa véritable magie. La légende des 96 rubis n'est pas un fait documenté, mais un exemple éloquent de la façon dont la conscience humaine aspire à trouver un sens et un ordre dans le chaos des coïncidences. Ces ombres et ces murmures ne diminuent en rien la grandeur du diadème. Au contraire, ils lui confèrent une profondeur, la transformant d'un trésor immaculé en un artefact vivant, doté d'un destin complexe, multifacette et captivant. Le 8 septembre 2022, le temps, pour la Grande-Bretagne et le monde entier, sembla s'arrêter. Avec le décès de la reine Élisabeth II, ce n'est pas seulement la vie d'une monarque qui s'acheva, mais toute une ère historique que l'on nommera la seconde ère élisabéthaine. Et à cet instant précis, chaque objet indissociablement lié à son image acquit une signification nouvelle, poignante. Le diadème birman, son fidèle compagnon sur la scène diplomatique, se mua instantanément d'attribut de pouvoir en exercice, en relique d'un règne achevé. Le chapitre de son âge d'or était désormais clos. Contrairement aux ventes aux enchères scandaleuses ou aux mystérieuses disparitions, le changement de propriétaire, en l'occurrence, s'opéra dans le silence et le strict respect d'un protocole séculaire. Les joyaux royaux, surtout ceux d'une telle symbolique, ne constituent pas une propriété personnelle au sens commun du terme. Ils appartiennent à la couronne. Au moment du décès d'Élisabeth II, le droit de possession et de disposition de l'intégralité de la collection fut automatiquement transféré au nouveau souverain, son fils, le roi Charles III. Il n'y eut ni enchère ni testament. Seul un transfert silencieux et solennel du trésor d'une main à l'autre, symbolisant l'inébranlable permanence de la monarchie elle-même. Mais derrière ce transfert formel se cachait le véritable drame de la séparation. Le diadème semblait orphelin. Il avait perdu son icône principale, la femme pour qui il avait été créé et dont il reflétait l'essence pendant un demi-siècle. Dans l'imaginaire collectif, cette couronne de rubis et de diamants était à ce point fusionnée avec l'image d'Élisabeth que son destin futur suscitait un vif intérêt, voire une certaine anxiété. L'air se remplit de questions. Le monde reverrait-il ce diadème? Ou serait-il à jamais placé dans une vitrine de musée comme un mémorial sacré, trop personnel pour être porté par quiconque d'autre? Pendant plusieurs mois, le diadème fut effectivement plongé dans l'ombre. Tandis que la nation pleurait sa reine et s'habituait à un nouveau monarque, les grands joyaux furent conservés loin des regards indiscrets. Ce fut un temps de silence, une période d'oubli, non par négligence, mais par respect. L'artefact, témoin de tant d'événements historiques, demeura figé dans l'attente de son nouveau destin, et le monde entier, avec lui, attendait la réponse à la question capitale. La fin d'une ère annoncerait-elle le début d'une nouvelle? Le voile de silence et d'attente fut déchiré en novembre 2022. Le monde, retenant son souffle, suivait le premier banquet d'État du nouveau règne, organisé en l'honneur du président de la Corée du Sud. Ce soir-là, l'attention était rivée non seulement sur le roi Charles III, mais aussi sur son épouse, la reine consort Camilla. Quel choix ferait-elle? Quel joyau du trésor choisirait-elle pour affirmer son nouveau statut? Ce moment était bien plus qu'une simple apparition publique, c'était son couronnement aux yeux de l'opinion. Et lorsque les portes s'ouvrirent et que Camilla entra dans la salle, la réponse frappa tout le monde. Elle le portait, le diadème de Rubis Birmans. Ce n'était pas un simple retour, c'était un triomphe. En un instant, le bijou retrouva son statut de relique mémorielle pour se hisser au centre de la scène politique mondiale. Le choix fut audacieux, presque téméraire et incroyablement symbolique. Porter le diadème, si étroitement associé à Élisabeth II, était un pas risqué, susceptible de provoquer des comparaisons. Mais au lieu de cela,
il produisit l'effet d'une bombe dans l'univers du protocole royal. La comparaison, bien sûr, ne tarda pas, mais elle ne fit que souligner la génialité de cette décision. Si sur Élisabeth, le diadème était le symbole de son pouvoir inné et de son autorité de longue date, sur Camilla, il acquit une signification radicalement nouvelle. Ce n'était pas un simple acte d'appropriation, mais un acte de respect le plus profond et de continuité. En choisissant précisément ce joyau, Camilla ne tentait pas de remplacer Élisabeth. Elle rendait hommage à son héritage, montrant qu'elle acceptait non seulement le titre, mais aussi la pleine mesure de la responsabilité que portait sa grande belle-mère. C'était un message clair, compris sans mots. Elle n'avait pas choisi un diadème romantique, mais la tiare de travail des batailles diplomatiques, démontrant qu'elle en comprenait le langage et était prête à poursuivre cette tâche. Le public et les experts furent unanimes. Ce fut un choix irréprochable. Le diadème ne s'était pas contenté de revenir, il avait trouvé une seconde vie. Il prouvait que son histoire ne s'était pas achevée avec la mort de sa première propriétaire. Ainsi, sa valeur, à la fois historique et symbolique, atteignit son apogée absolu. Il franchit avec succès le pont entre l'ère élisabéthaine et celle du roi Charles III, devenant un lien entre le passé et le présent. Il cessa d'être un simple ornement d'une seule reine pour devenir un véritable trésor de la couronne, un symbole de l'immuabilité et de la continuité de la monarchie britannique. Son retour sur scène fut non seulement spectaculaire, il fut nécessaire pour prouver que la légende continue de vivre. Alors, où ce trésor réside-t-il aujourd'hui? Sa demeure n'est pas un coffre-fort privé, ni une vitrine de musée au sens habituel du terme. Le diadème birman fait partie intégrante de ce que l'on nomme les joyaux personnels de la couronne, une collection qui, bien qu'utilisée par le monarque, appartient à l'institution monarchique en tant que telle. Cela signifie que son destin est prédestiné. Nous ne le verrons jamais aux enchères chez Christie's ou Sotheby's. Il ne peut être vendu, donné ou légué par caprice. Sa place est à jamais dans le trésor de la monarchie britannique, en tant que patrimoine éternel de la nation. Avec cela, son statut a également changé. Oui, comme nous l'avons vu, il poursuit sa mission sur la tête de la nouvelle reine. Mais ce n'est plus seulement un accessoire, aussi incroyablement coûteux soit-il. C'est un artefact historique vivant. Chaque fois qu'il apparaît en public, nous ne voyons pas seulement l'éclat des pierres. Nous voyons l'héritage d'Élisabeth II, nous nous souvenons de la légende des 96 ans de vie, nous ressentons le poids d'un demi-siècle d'histoire. Il est devenu une relique à laquelle il est permis de vivre et de respirer, et non de reposer sous verre. Parier sur son coût monétaire reviendrait à ne pas comprendre son essence profonde. Oui, sa valeur se compose d'une multitude de facteurs. D'abord, les pierres elles-mêmes, 96 rubis birmans immaculés, d'une couleur dite sang de pigeon, dont la valeur est astronomique en raison de l'épuisement des gisements, et des diamants provenant de l'historique diadème Cartier. Ensuite, la marque, Garrard, la plus ancienne maison de joaillerie, synonyme de qualité royale. Mais tout cela pâlit devant le composant principal de sa valeur, sa provenance. C'est son histoire qui rend le diadème inestimable. Un don de mariage qui a absorbé les croyances mystiques d'un peuple entier. Le sacrifice d'un autre grand joyau pour sa naissance. Un demi-siècle au service de l'une des monarques les plus célèbres de l'histoire. Et enfin, cette légende incroyable qui l'a transformé en talisman prophétique. Il est impossible d'additionner ces composants pour en faire un prix unique. Le diadème birman est un patrimoine national dont la valeur ne se mesure pas en carats ou en livres sterling, mais en pages d'histoire qui y sont cryptées. Il est le gardien de l'éternité, la preuve matérielle que les monarques s'en vont, mais la couronne et ses plus grands symboles demeurent. Alors, revenons à la question par laquelle tout a commencé. Y avait-il une prophétie cachée dans le design du diadème? Les 96 rubis
Était-il le présage de 96 ans de vie? La réponse, comme l'histoire elle-même, est à la fois plus simple et bien plus profonde. Non, en 1973, personne n'a intégré de code mystique au diadème. Mais quand la réalité et la légende se sont rencontrées en un point précis, dans cette tempête parfaite de coïncidences, quelque chose de plus grand qu'une prophétie est né. Un mythe est né. Et le véritable miracle ne réside pas dans la magie des pierres, mais dans notre besoin humain de voir des signes, de trouver un sens et de lier l'histoire et le destin. C'est ici que nous trouvons la conclusion finale. Le diadème de Rubis Birmans n'est pas qu'un simple bijou. C'est l'incarnation physique des histoires, des ambitions et des passions humaines figées dans le métal. Tout y est fondu. L'espoir d'un peuple entier, déposé dans l'éclat des pierres écarlates, le pragmatisme et la volonté d'une reine qui a sacrifié un trésor pour en créer un autre, le calcul froid de la diplomatie pour laquelle le diadème devint une arme, et la dignité silencieuse de la succession lorsqu'il est passé à une nouvelle ère sans perdre de sa grandeur. Ce bijou est un chroniqueur silencieux. Il a vu le monde changer par les fenêtres du palais de Buckingham. Il a entendu les toasts des chefs d'État et les chuchotements discrets des courtisans. Il a absorbé la lumière des projecteurs et le poids de la responsabilité. Chaque rubis est une page de l'histoire, chaque diamant un reflet d'un moment passé. Il est devenu une part du code culturel de la nation, un symbole qui parle plus fort que tous les mots. Il prouve que certaines choses sont capables de dépasser leur incarnation matérielle. Elles cessent d'être de simples objets pour devenir des idées. Le diadème birman aujourd'hui n'est plus tant une couronne de rubis et de diamants qu'une idée de longévité, de pouvoir, de continuité et de cette magie même que nous tissons nous-mêmes dans la trame de l'histoire. Et c'est là sa leçon principale, son éclat final, le plus éblouissant. Les grands monarques partent, mais les véritables chefs-d'œuvre qu'ils ont portés demeurent à jamais. Non pas comme de simples ornements, mais comme des témoins immortels de leur grandeur.